L'autre jour, j'ai pas pu m'empêcher de me demander à quel moment le vide intérieur d'un homme devient-il si immense qu'il a besoin de collectionner 50 meufs dans ses DM juste pour se sentir vivant. Hello les cœurs fertiles. À la fin de l'épisode précédent, je vous avais promis qu'on parlerait de celui qui a tout cassé, cette fameuse rupture qui m'a brisé le cœur. Mais l'univers a décidé de bousculer un petit peu mon planning et j'ai croisé la route d'un spécimen plus ou moins de la même espèce. Un crapaud d'un niveau si olympique que je ne pouvais pas passer cette histoire sous silence. Et mon podcast, il est fait pour ça. Il est mon arme pour dénoncer ces comportements inadmissibles et cette banalisation du foutage de gueule. Alors, si cette histoire peut servir de leçon, ne serait-ce qu'à une seule personne, alors ça sera ma victoire. Sortez les pop-corns, aujourd'hui on va décerner l'Oscar de la médiocrité. Laissez-moi vous planter un petit peu le décor. Ça faisait quelques semaines que je fréquentais un mec, 35 ans, le profil qui vend du rêve sur le papier, vraiment bonne situation, professeur de sport, inspecteur, intervenant STAPS, tout ça. Le gars te donne vraiment une vie bien remplie, des pseudo-responsabilités, l'illusion parfaite du gendre idéal. Un soir, j'étais chez lui à Béziers, une soirée très banale, très sympathique. On joue un petit peu à la console, on rigole très bien, très bon moment. Et tellement mignon en fait que je décide de mettre une petite story sur Insta. Juste, on y voit les manettes et sa télé. Rien de fou. L'idée, c'était on regarde un petit film, on va se coucher parce que le lendemain en fait je télétravaillais chez lui le matin avant de rentrer sur Toulouse. Le petit plan parfait, tout est calé et tout. Le film se termine et monsieur finit de regarder sa finale de fléchettes à la télé comme si tout allait bien. Et moi, au moment d'aller dormir, je récupère mon téléphone. Et là, sur mon écran, une notification. Un message privé d'une nana que je connais pas. Et je baisse les yeux et je lis, je vois tout son message et je lis qu'une seule phrase parce que mon cerveau à ce moment-là, il y a celle-là qu'il arrive à lire, qui est « Je ne sais pas ce qu'il t'a promis, mais j'étais chez lui la veille ». À cet instant précis, dans ma tête, dans mon corps, c'est le chaos. J'ai la vision qui se trouble, j'ai mes jambes qui perdent l'équilibre. Mon cœur, il est tellement en train de taper si fort que j'ai l'impression qu'il va se décrocher et continuer à taper sur le sol. J'ai la nausée qui me prend, c'est d'une violence physique. Et là, je lève les yeux vers lui et je lui demande « C'est qui cette fille ?» Et lui, d'un aplomb qui frôle la psychopathie, me répond que, tout simplement, c'est une nana qu'il a fréquentée, mais je cite « T'inquiète, c'est fini ». Ah oui. Je lui mets le téléphone sous le nez, je dis « Alors, pourquoi ce message ?» Et là, un grand seigneur qui tente une excuse absolument pathétique me dit « Oh, elle doit avoir le seum que ce soit fini et de te voir avec moi, ça l'embête !» À ce moment-là, je m'assois parce que tout tourne autour de moi. J'essaye de reprendre mes esprits et de le questionner un petit peu sur la timeline, tu vois. Je dis « Mais ça s'est terminé quand ?» Il me dit « Oh, il y a quelques semaines. » Là, je le fixe et je me répète. Je dis « Je t'ai demandé, ça s'est fini quand exactement ?» Et là, ça commence un petit peu à bégayer. Le masque commence à tomber. On passe de quelques semaines à la semaine dernière. Je vous rappelle quand même que dans le message, la fille écrivait bien la veille.
Et le mec, visiblement, a complètement perdu ses repères spatio-temporels, on sait plus trop. Et il finit un petit peu par me regarder et il me lâche cette phrase d'une lâcheté incroyable. Ben, je pense que t'as compris là, non? Donc à ce moment-là, il est minuit 15 et pendant que je le bombarde de questions, je fais mon sac. Et s'il vous plaît, il est quand même surpris de me voir faire mes affaires. Et donc plus je le bombarde de questions, plus il ouvre sa bouche et festival de mensonges. Donc la seule chose que je lui réponds, je dis en fait, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Jusqu'à un moment où il essaye un petit peu de hausser le ton. Erreur fatale. Je le foudroie sur place et je lui rappelle une règle de base. Entre lui et moi, ce soir, s'il y en a une qui a le droit d'hurler, c'est moi. Alors redescends de ton Olympe en carton, mon gars, parce que je vais te terminer en fait. Et avant de partir, je prends son téléphone et je supprime notre conversation parce qu'il y avait du contenu de moi que je refusais absolument de lui laisser. Et là, surprise, dans ses DM, 50 nanas. Bon, j'exagère, mais au moins une dizaine de nanas. Le mec a 35 ans et il vit comme un adolescent en manque d'attention. Donc je me retrouve dans ma voiture, j'ai le sang qui bouge, j'ai l'adrénaline au max, et je décide tout de suite d'appeler cette fille. Et dès qu'elle décroche, la pauvre, elle s'excuse, elle se confond en excuses, et je la stoppe net, et je vais la remercier infiniment de son geste. Comment elle est remontée jusqu'à moi? C'est fascinant de bêtises. La veille, le grand génie de la manipulation lui a montré en toute innocence son téléphone. Et dans son historique d'appel, ben, il y avait mon... Il a pas fait gaffe, mais il y avait mon pseudo, avec un appel en absence. Et là, l'intuition féminine, les filles, c'est un radar militaire, faut... Voilà, on y revient, mais écoutez-vous, écoutez-vous. Et ben, cette nana, au fond d'elle, elle m'a dit, je le sentais qu'il y avait un truc. Je savais qu'il y a quelque chose. Et ce fameux soir, donc, où, pendant que moi j'étais en train de jouer à la console, elle est allée sur mon Instagram et comme il était en public, elle est tombée sur la story. Ce qui est encore plus pathétique, c'est que la veille, c'était elle qui était assise sur ce même canapé, en train de jouer à la console avec le grand seigneur de l'opérette. Sans le vouloir, en fait, je venais de lui offrir sur un plateau d'argent la preuve qu'il lui manquait. Et donc au téléphone, on se refait le film. Et elle, ça fait 3 mois qu'elle le fréquente. Et puis, douche froide, on réalise qu'en fait, il faisait exactement les mêmes choses avec nous deux. Les mêmes remarques, les mêmes demandes, le même programme canapé-console. Un putain de copier-coller pour pas s'en mêler les pinceaux. En fait, on n'était pas des rencontres, on était juste des petits créneaux dans son petit agenda minable. Et évidemment, tout de suite, on a voulu protéger les autres filles de la liste que j'avais vue, hein. Mais évidemment, monsieur, petit garçon terrifié, nous a bloqués de partout. Mais avec le recul, l'illusion, en fait, elle est morte. Toutes les pièces de mon puzzle, de cette relation, s'assemblent à ce moment-là. Avec le recul, je m'aperçois qu'il avait semé des miettes de pain toxique absolument partout. Mais des indices énormes. Le genre de signaux qu'on ignore parce qu'on veut rationaliser et que on a envie que ça fonctionne pour une fois. Mais quand tu raccordes les points aujourd'hui, oh là là, le puzzle était d'une banalité mais terrifiante. Tout commence par ce qui a absolument complètement biaisé mon jugement, son discours sur le sérieux. Dès le début, le mec, il te vend la totale. Il te parle de stabilité, de construire quelque chose. Il t'installe en fait un faux sentiment de sécurité. Mais pour que le mensonge prenne, il a utilisé une arme redoutable. La fausse intimité. Et c'est là que c'est vicieux en fait. Parce que pour te prouver que c'est vrai entre vous, il te fait entrer dans son cercle intime, tu vois. Il m'a partagé un discours que sa mère devait faire et on l'a même réécrit ensemble. Il m'a montré la vidéo du résultat final et tout. Il me montrait même les caméras de surveillance de sa grand-mère. Et il avait même appelé une fois ses parents en visio quand j'étais là. Alors les filles, faites totalement attention à ça.
c'est une véritable technique de manipulation chirurgicale. Il te donne cette impression de proximité immédiate pour créer une illusion de confiance. Le message inconscient, c'est « Regarde, je t'ouvre ma porte, je te montre ma famille, je te livre ma vulnérabilité, donc tu peux me donner ta confiance aveugle. » Sauf que c'était une mise en scène. Et la preuve, parce que la fille qui m'a tout dévoilé a eu le droit à exactement le même scénario. C'est son petit pack de bienvenue qu'il sert à toutes ses proies pour court-circuiter leur vigilance. Et une fois que t'es bien installé dans sa fausse bulle, Kuzco se met en place. C'était le surnom que je lui donnais à mes copines. Vous savez, l'empereur mégalo dans Disney ? Dès le départ, tout tournait autour de sa gueule. Sa vie, son œuvre, son plaisir. Mais surtout, il posait très rarement des questions pour apprendre à me connaître. Il cherchait pas à savoir qui j'étais, ce que j'aimais, ni ce qui me faisait vibrer. Avant même de savoir si je prenais du café ou du thé, il insistait dès le début très lourdement sur la partie sexuelle. Et ça, c'était vraiment en fait un premier indice, et en plus il était massif. Il ne voulait pas connaître mon âme, il voulait connaître mon corps. Et quand je m'en étonnais, il me sortait le Joker. Mais bien sûr que je veux du sérieux. Mais c'était l'arnaque parfaite. Il utilisait sa petite étiquette du futur pour justifier sa consommation immédiate dans le présent. Pour lui, en fait, j'étais pas une personne à découvrir, j'étais un accessoire de plus destiné à flatter son ego. Et d'ailleurs, c'est là que l'exclusivité rentre en jeu. La semaine avant le crash, je lui en avais parlé. Et le mec m'a regardé droit dans les yeux, sans sourciller, et m'a sorti que c'est si évident que c'est même pas un sujet. Tu m'étonnes! Sauf qu'en fait, on n'a pas dû avoir le même dictionnaire. Parce que pour lui, être exclusif, ça voulait dire rester sagement sur le banc de touche pendant que moi je continue à poncer tout le département sur Tinder. Et évidemment, il y a eu des bugs dans la matrice. Parce que quand tu gères 50 nanas en simultané, tu finis forcément par t'emmêler les pinceaux. Une fois, je lui demandais s'il avait bien dormi, je crois, et il m'a répondu oui, oui, super, et toi ? Et après, dans la foulée, oui, oui, j'ai des grosses matinées bien chargées. Ok, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Mais avec mon attachement anxieux, je lui cherchais des excuses. Je me disais qu'il travaillait trop. Mais la vérité, c'était juste qu'il était surchargé avec son réseau de mythos. Et évidemment, c'était la surchauffe. À force de maintenir 20 réalités parallèles, tu m'étonnes. Et pour protéger son petit business, il utilisait son bouclier préféré. C'était le fameux « je veux pas de prise de tête ». Ah là là, écoutez bien cette phrase. C'est une clause en fait de non-responsabilité. Ça lui permet de garder le contrôle total tout en s'assurant que tu n'auras aucune exigence, aucune limite. Et le message, en fait, c'est « je t'aime bien tant que tu ne me demandes rien ». Et le jour où tu oseras exprimer un besoin, ça sera toi la fille instable qui gâche tout. Et le masque est tombé pile là-dessus. Un soir, alors qu'il était au resto avec l'autre fille, il m'a envoyé un message pour me réclamer une photo... Voilà, vous avez compris quoi. Parce que il était, je cite, beaucoup trop excité. Bon appétit, hein. Et je lui dis, non. C'est parce que c'est ma limite, c'est mon corps. Et là... on a fait un petit caca nerveux. Voilà, à 35 ans, le gars se tape une crise d'un gamin parce que j'ai refusé de céder. Et c'est là qu'on arrive sur la phase finale, le gaslighting. Son mot fétiche, c'était que ma réaction était totalement disproportionnée. C'est le mot-clé pour te faire passer pour la folle du bus en espérant que ton anxiété va prendre le dessus et que tu vas t'excuser sans avoir de principe. Sauf qu'en discutant avec l'autre fille, on a réalisé qu'il avait sorti exactement le même mot et quelques jours avant. Et pour plus ou moins la même raison. En fait, dès qu'on lui disait non,
on avait une réaction disproportionnée. C'était pas une discussion, c'était un script de maintenance pour nous remettre à notre place. Et en fait, c'est là que tu comprends que, en fait, on n'était pas dans une relation. On était dans une espèce de machine bien huilée où on était comme numéro de dossier. Et aujourd'hui, maintenant que le puzzle est complet, que chaque bug, chaque visio avec les parents, chaque pas prise de tête, t'as tout qui s'explique. Alors, on va arrêter de parler de sa stratégie parce que, honnêtement, il n'y en a pas. Et il n'y a que de la survie narcissique. Ce mec, c'est pas un manipulateur de génie, non. C'est un handicapé de l'âme qui court après sa propre estime de soi comme un chien qui court après une voiture. Donc par exemple, le premier symptôme, c'est cette boulimie de validation. 50 nanas, ce qui équivaut à 50 fenêtres de chat ouvertes en permanence. Et on pourrait croire que c'est de la libido ou de la séduction. Non, c'est de la survie. En psychiatrie, on appelle ça un approvisionnement narcissique. Et pour lui, en perfusion constante. Ce mec, il est tellement vide. Il ne sait tellement pas produire sa propre estime de lui. Alors, il a besoin de 50 miroirs, de 50 regards de femmes pour se convaincre qu'il existe. S'il n'y a pas une notification qui brille sur son téléphone, il fait une décompensation et bouh, pas content, caca nerveux. Il n'est rien. Littéralement rien. Et c'est pour ça qu'il sert le même café, les mêmes phrases, les mêmes disquettes rayées à tout le monde. Parce que pour lui, en fait, on n'est pas des individus, on est des bornes de recharge. Et c'est là que ça devient pathétique. Il est tellement incapable de profondeur qu'il est condamné à une répétition éternelle de sa médiocrité. Ensuite, on peut tout de suite détecter la fragilité du personnage dès qu'on le confronte au réel. Le coup du CV. Ah, ça c'est mon préféré. Je lui montre sur LinkedIn mon parcours. Une discussion normalement banale entre des adultes. Et là, ça bug. Le narcissique pathologique ne supporte pas l'égalité. Si tu brilles, il s'éteint. Alors par pur réflexe de survie, il faut qu'il s'écrase. Et il m'a sorti « Ah mais moi, mon CV, il est beaucoup plus rempli que le tien. » Mais est-ce que vous vous rendez compte de la détresse qu'il faut ressentir pour sortir une phrase pareille? Quoi, tu veux une médaille en chocolat ou un Xanax? C'est le gamin de la cour de récré qui crie « C'est moi qui ai la plus grosse voiture !» à 35 ans. Et c'est là que tu vois que son ego, il est pas solide. Hein. Parce que du coup, il devient condescendant. C'est la réaction typique d'un complexe d'infériorité qui se déguise en mégalomanie. Et alors, le culte de son corps, faut en parler. Hein. Quand t'as rien à offrir de l'intérieur, quand ton esprit est désert, tu mises tout sur l'emballage. Son corps, et en particulier son engin. Ah là là, c'était son seul capital, son seul argument. Et c'est fascinant de voir à quel point l'illusion est totale chez lui. Il se voyait comme un étalon d'exception, alors que, mesdames, soyons honnêtes, c'était du grand standard. Mais il y croyait, hein. Et c'est là que son hypocondrie était vraiment délirante. C'est pas qu'il tenait à sa santé, c'est qu'il a une peur panique de voir son seul outil de travail, son enveloppe charnelle, s'abîmer. C'est un rapport fétichiste à lui-même. Il est son propre objet sexuel. Et en plus, les autres, elles sont là que pour admirer le monument. Tu pouvais crever devant lui, il s'inquiétait juste de savoir si ton agonie n'allait pas perturber son cycle de sommeil ou son hygiène de vie. Une absence totale d'empathie. Mais le plus fascinant, c'est le point de rupture, quand le mensonge explose. Quand je suis venue lui mettre la preuve sous son nez, la date, l'heure, là, on quitte la manipulation et on entre dans la mythomanie de survie. Son cerveau disjoncte direct. C'était il y a quelques semaines. Non, en fait, c'était la semaine dernière. Il a essayé de réécrire la réalité en temps réel. Pourquoi ? Mais parce que son ego ne peut pas intégrer l'image d'un mec qui a tort.
ou d'un mec qui s'est pris la main dans le sac. Ah non, ça c'est physiquement impossible pour lui. Hein. Alors, il préfère te faire passer pour la folle du bus. Il préfère tordre l'espace-temps plutôt que se dire « Ouais, j'assume, j'ai merdé ». Parce que dire « J'ai merdé », oh, mais c'est admettre qu'il n'est rien. Et ça, c'est une petite mort psychique pour lui. Au final, quand on regarde l'ensemble, qu'est-ce qu'on voit ? On voit pas un homme, on voit juste une succession de masques posés sur un trou noir. Un type qui passe ses journées à mendier de l'attention sur Instagram pour ne pas regarder en lui le vide sidéral de sa propre existence. Et vous savez, c'est pas de la haine que j'ai pour lui, finalement. C'est une espèce de pitié dégoûtée. On est face à un handicapé de l'âme, un naufragé du réel, qui va passer le reste de sa médiocre vie à remplir un seau percé avec des cœurs sur des écrans. On va pas se mentir, l'épisode il a duré que quelques semaines et on va pas en faire une tragédie grecque. C'est juste un entracte un peu foireux. Mais c'est précisément là que c'est instructif. Ce genre de parasite, si tu ne le dégages pas vite, il peut te bouffer des années et te détruire à petit feu. Alors si tu traverses ça, retiens bien un truc. La remise en question, c'est pas pour toi, c'est pour lui. Ton seul tort, c'est d'avoir eu de la profondeur face à un mec qui fait médiocrement l'épaisseur d'une feuille en papier. Mais le truc génial dans cette histoire, c'est Flo. Le mec pensait jongler avec 2 dossiers et il a fini par créer une alliance. Alors dédicace à toi. On a heureusement perdu un boulet, mais on a gagné une alliée. Et c'est sans doute le meilleur ratio bénéfice-risque de ma vie. On a pris le starter pack bienvenue du mytho et on en a créé, j'espère, une amitié. Le braquage parfait. Maintenant, comme dirait ma psy, il est temps de remettre le facteur sur le vélo. Parce que pour garder l'équilibre, il faut avancer. Et devinez quoi, je pédale déjà très bien. Ce chapitre est tellement archivé que la place est déjà prise. Et par quelqu'un qui, pour le coup, connaît la vraie définition de sérieux et d'exclusif. Le meilleur m'attendait pas seulement au tournant, il a déjà assis à mes côtés. Alors mes petits cœurs, rideau sur le gamin de 35 ans et son ego gonflé à l'hélium. La folle du bus et maintenant, du coup, aux réactions disproportionnées, vous salue et on se retrouve dans un prochain épisode.